Bonjour et bienvenue à ce troisième cours de technique d'analyse en marketing stratégique. Alors aujourd'hui, on va voir un modèle du BCG qui est l'analyse des marchés concurrentiels via une matrice. Mais avant ça, on va vite résumer ce qu'on a vu la fois passée. On a parlé la fois passée de segmentation stratégique et il y a quelques points à côté desquels on ne doit pas passer. Alors le premier point à côté duquel on ne doit pas passer, c'est la notion de facteur clé de succès, hein. Donc c'est bien quelque chose qui me permet d'être meilleur que mes concurrents. Et c'est d'autant plus important quand on fait une segmentation stratégique que finalement le critère pour dire ici j'ai un segment stratégique, c'est de se dire qu'il y a homogénéité des facteurs clés de succès dans ce segment stratégique et évidemment hétérogénéité des facteurs clés de succès avec les autres segment stratégique, qu'il soit défini d'ailleurs au niveau d'une entreprise, hein, où on parle de, on peut parler de segment stratégique, mais comment dire, de DAS, voilà, hein, de domaine d'activité stratégique, hein, on dirait en anglais business unit plutôt, hein, mais bon, voilà. Ou au niveau d'un marché, hein, d'un secteur d'activité où on parlera de segments stratégiques. Mais le principe théorique est le même qu'on réfléchisse au niveau d'une entreprise ou euh, d'un secteur d'activité. Voilà. Alors, au-delà de ça, pour pouvoir diviser la réalité en un certain nombre de critères, eh ben, on a pas mal recherché, hein, pas mal recherché. Je vous ai donné quelques solutions historiques pour finalement vous présenter un modèle synthétique qui se base donc sur tous les critères qu'on a pu parcourir, hein, et on les rassemble en critères type d'offre et critères type de demande. Alors, les critères type d'offre, ça va être le type de produit ou de service, hein. Ça, c'est clairement l'offre, hein. J'offre ce produit, j'offre ce service. Mais ça peut être aussi le métier, hein, quelque chose autour du savoir-faire, hein, autour de compétences. Et ça peut être aussi des critères au niveau technologique. Donc voilà, quelle technologie est-ce qu'on est capable de maîtriser pour offrir des produits et ou des services? Alors, on va en choisir un de ceux-là qu'on va croiser avec des critères liés à la demande. Alors, hein, on en a vu trois. La nature de la clientèle, le type, finalement, le, voilà, la segmentation marketing, hein, le type de clientèle, ou on peut aller plus loin avec le type d'attente ou de besoin à satisfaire, hein. On peut rajouter aussi, pour ceux qui ont déjà été un peu plus loin en marketing, le type de frustration à combler, ça marche aussi. Ou encore le type de fonction assurée par l'offre et ou le service. Et donc, c'est intéressant de les regrouper en critères de l'offre et critères de la demande parce que ça permet d'avoir un petit peu plus de, de matière au moment où on les croise. Alors, pour ceux qui ont fait leur maths, vous avez compris qu'il y avait donc 9 possibilités pour faire notre segmentation stratégique, minimum, hein, parce que parfois, hein, donc il y a les critères qu'on utilise, mais aussi les modalités de ces critères-là, hein. Ceux qui ont fait les exercices ont bien compris cette distinction qu'il y avait entre critère, prix et modalité du critère, hein. Et mais donc voilà, 9, au moins 9 possibilités. On les fait pas toujours toutes, mais c'est en tout cas intéressant de passer les 9 en revue dans sa tête pour se demander lequel va avoir le plus gros potentiel pour déterminer une, heu, voilà, une segmentation stratégique avec laquelle on va pouvoir bien comprendre ce qui se passe.
Alors, c'est malheureusement, même s'il y a 9 possibilités, il y en a pas toujours une qui est vraiment idéale ou, hein, parce qu'il y a aussi une certaine forme de subjectivité, hein, là, hein, donc il y en a parfois pas une qui vous plaît tout à fait, hein, ça peut être juste intuitif, hein, et donc on va, vérifier cette validité via, voilà, le test ultime. Est-ce que mes facteurs clés de succès sont homogènes à l'intérieur de chacune des cases? Et est-ce qu'ils sont hétérogènes entre cases? Alors évidemment, si j'en ai une qui est pas tout à fait homogène, eh ben, je peux la séparer en deux sur base d'un troisième critère, par exemple. Et si je remarque qu'il y en a qui, selon mon point de vue, ont les mêmes facteurs clés de succès, eh ben, je peux tout à fait les rassembler et en faire un segment stratégique, hein. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé recomposer, hein. Et donc c'est important en tout cas de se poser la question et évidemment, tout ça dépend des facteurs clés de succès que j'ai décidé de prendre, en compte aussi, hein, c'est pas une science exacte, hein. Et donc je vous ai resitué ça dans notre vue, complète, du diagnostic, stratégique, hein. Et donc ce qu'on a fait là, c'est on a déterminé les segments de marché, hein, pour ensuite aller analyser les forces de marché. Et de secteur aussi d'ailleurs. Voilà, c'est important donc de se rendre compte qu'il y a un certain parti pris qui est pris en début d'analyse pour déterminer le segment sur lequel je travaille et qu'en fonction de ce parti pris, beh, tout ce qu'on fait, toute la stratégie qu'on fait après, beh, elle va être influencée, hein. Et donc, voilà, ça permet finalement de se dire que si 2 personnes font une même analyse stratégique, ils arriveront très probablement à des conclusions différentes. Et ça, c'est ça qui fait la beauté du sport. Voilà. Alors, allons-y avec notre matrice BCG 2. Hein. La typologie des systèmes concurrentiels, hein, c'est une bonne manière de dire ça. Le principe est d'aller combiner deux dimensions pour identifier la structure et le fonctionnement d'un segment stratégique, hein. Donc, c'est la suite, hein, j'ai déterminé un segment stratégique sur lequel je voulais travailler et je me dis: «Mais, OK, quelles sont, hein, les règles du jeu, quels sont à mon avis, hein, le type, de stratégie, générique, voilà, à adopter avec ce, segment stratégique», hein. Et donc cette matrice va nous donner des pistes de réflexion, hein, pour, gérer, hein, une voie ou l'autre, stratégique. Donc ça reste des généralités, hein, et donc il faut forcément avoir un segment stratégique pour commencer à penser avec cette matrice. Et bon, ici, c'est un outil, bien connu, proposé par, une boîte de consultance, un peu pour faire sa pub, mais voilà, respectons le principe. Heu, il est clair que vous pourriez tout à fait faire votre propre matrice en fonction de critères différents, hein, et arriver à des conclusions, hein. Donc c'est le principe, c'est de prendre 2 dimensions, de les composer ensemble et d'essayer de réfléchir, voir s'il y a des généralités à tirer, hein. Bon voilà, cette manière de faire, ces 2 dimensions qu'on va travailler maintenant, hein, elles sont bien documentées, hein, donc on est assez sûr des conclusions auxquelles on arrive, mais rien ne vous empêche de pouvoir être un peu créatif. Donc aujourd'hui, on va d'abord, via ces 2 critères, déterminer 4 catégories d'environnement. Et puis, ensuite, on va décrire le fonctionnement, hein, et les caractéristiques de chacun de ces 4 systèmes, pour ensuite déduire un type d'attitude générique et des risques, hein, des facteurs clés de succès et des risques typiques à ces, environnements. Alors commençons par cette première dimension qui détermine la matrice. La première dimension, c'est la dimension verticale de la matrice, et ça va être le nombre de sources de différenciation exploitables. Autrement dit, le nombre de facteurs clés de succès possibles pour se différencier. Alors, si j'ai peu de facteurs clés de succès,
c'est-à-dire que je vais être en bas dans ma matrice, hein, et on a tendance à observer que quand il y a peu de facteurs clés de succès, hein, de manière ultime, s'il y en a qu'un, hein, ce sera une concurrence sur base du prix et donc des coûts finalement. Ok, hein, mais donc ça va être le prix final que je suis capable de proposer qui sera le facteur clé de succès pour savoir si je vais vendre ou pas, hein. En gros, si c'est quelque chose de tellement standard que tous les concurrents vendent la même chose, ben, la seule chose que je vais regarder, c'est le prix qu'ils proposent, hein. Ça paraît assez logique. Par contre, on peut aussi avoir des cas de figure où il y a beaucoup de facteurs clés de succès différents, hein, et à ce moment-là, ça va donner lieu entre les concurrents à des positionnements originaux, hein. Chacun va dire: «Oh, ouais, moi je vais travailler sur ce facteur clé de succès-là en priorité, et mon concurrent va travailler sur un autre facteur clé de succès en priorité». Et donc il y aura plein de positionnements différents, hein, et donc il peut y en avoir un qui mise sur le prix, hein, ça, il n'y a pas de souci, hein, mais il y aura d'autres manières de se positionner aussi. Voilà. Le prix, néanmoins, perd de l'importance au fur et à mesure qu'il y a d'autres facteurs clés de succès sur lesquels s'appuyer, hein, c'est relativement logique. Alors, le nombre de facteurs clés de succès dépend de plusieurs choses. La première, c'est le nombre de technologies disponibles pour répondre aux besoins, hein. Et hein, au plus il y a de substitutions possibles, et ben en plus il va y avoir de facteurs clés de succès puisque chacun va adopter une approche spécifique. C'est aussi directement corrélé avec le nombre de groupes d'acheteurs aux besoins et frustrations différentes, hein. À ce moment-là, je vais pouvoir, aller, finalement faire une segmentation et pouvoir me spécialiser dans des attentes et des frustrations spécifiques, hein. Donc ça va créer des facteurs clés de succès différents, hein. Et donc pour aller, les choper, hein, ces différents facteurs clés de succès, j'aurai ce qu'on va appeler des leviers de différenciation, surtout technologiques et marketing. Voilà. Une autre manière de concevoir ce nombre de facteurs clés de succès, hein, c'est de se demander si j'ai des concurrents sur mon marché définis de manière étroite, hein, auquel cas ben, on va devoir se battre sur les prix parce que sur le marché que j'ai décidé auquel j'ai décidé de répondre de manière très précise, eh ben, j'ai d'autres personnes qui sont capables de répondre de manière très précise à ce marché-là, et donc on va se battre sur les prix. Ou est-ce que j'ai pas de concurrence sur mon marché défini de manière très précise, auquel cas je peux me spécialiser, hein, dans ce marché et travailler mes facteurs clés de succès propres. Voilà. Hem, un exemple, enfin 2 exemples, un avec, plutôt un nombre élevé de facteurs clés de succès, hein. Le secteur du prêt-à-porter, beh, ce qui est typique évidemment, ce sont les phénomènes de mode, hein, et cette mode, beh, elle change, d'abord dans le temps et puis aussi, beh, ce que moi j'estime, être un chouette vêtement, probablement que mon voisin estimera que c'est un truc, has-been, péteux, ou hippie ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, que lui il n'aimera pas ça et que lui il préférera autre chose. Et donc il y a pas mal de moyens de se différencier, hein, dans ce secteur. Du coup, hein, alors il y a bien sûr une certaine compétitivité sur les prix dans le prêt-à-porter. C'est un des facteurs clés de succès qui est possible. Mais il y a aussi moyen d'acheter des choses très spécifiques, parfois où le prix a moins d'importance. Je sais pas, je pense à des chaussures de sécurité par exemple. Eh ben, bah, c'est clair que moi je préfère payer un peu plus cher et avoir mes pieds en sécurité quand je fais des travaux, plutôt que de regarder que le prix. Donc je vais aussi, hein, regarder d'autres choses, hein, et quitte à mettre des chaussures comme ça, je vais regarder qu'elles sont un peu classe aussi, hein, pour ne voilà, et cetera, et cetera, et cetera. Voilà. Autre extrême, dans ce nombre de facteurs clés de succès, eh ben, le secteur de la fabrication d'acier, en gros, hein. Voilà, en gros, oui, je vends
des barres d'acier. Voilà, des espèces de gigantesques barres d'acier à des industriels qui vont en faire des tas de choses. Et ben là, une barre d'acier hein, à aplatir, à emboutir et tout ça, bon, ben, ça reste une barre d'acier. Alors je veux bien que probablement que nos producteurs espagnols, il y a un peu plus de poussière dans l'air que nos producteurs finlandais. Donc la qualité est un peu différente si je veux vraiment faire des choses très spécifiques. Mais bon, allez, soyons clairs, une barre d'acier, c'est une barre d'acier. Et si je suis fabricant de casseroles, eh ben, je vais acheter la barre d'acier la moins chère pour le faire rentrer dans mon usine. Hein. Et donc, voilà, surtout que je dois probablement l'acheter en très grosse quantité, et donc une petite variation de prix va faire une bonne différence sur la marge finale que je vais être capable de produire. Voilà pour cette première dimension. Deuxième dimension, la solidité de l'avantage concurrentiel. Alors ça, c'est la dimension horizontale, hein, et donc on mettra les segments qu'on mettra à gauche auront une faible solidité ou des avantages concurrentiels, et ceux à droite auront une forte solidité de ou des avantages concurrentiels. Donc, quand on dit un avantage concurrentiel est solide, ben, il y a une notion d'efficacité à court terme, hein, le fait que ce soit défendable, mais aussi une notion dans le temps. Est-ce que ça m'offre un avantage que je vais pouvoir conserver, hein, si possible, en tout cas quelques mois, si possible quelques années, et idéalement quelques dizaines d'années, histoire de pouvoir me développer de manière paisible. Il s'agit ici d'une solidité, donc comme vous l'avez bien compris, qui peut être euh, sur un ou plusieurs facteurs clés de succès, et on va les appeler critiques, parce que hein, alors je sais qu'un facteur clé de succès est en principe quelque chose que je fais mieux que mes concurrents, hein, mais bon, si il me permet de le faire mieux euh, sans que mon concurrent, excusez-moi, même si mon concurrent se concentre dessus et essaye de m'imiter, ou le faire mieux dans la durée, et ben à ce moment-là, on va dire qu'ils sont des facteurs clés de succès critiques, hein, et donc ça va me permettre voilà, de rester bon, on va dire, de rester bon. Voilà. Donc, la solidité de l'avantage concurrentiel est directement corrélée avec la facilité ou la difficulté à imiter ou à substituer ces facteurs clés de succès. Voilà, une forte barrière à l'entrée et donc un facteur clé de succès pérenne, hein, qui va durer dans le temps. Voici quelques secteurs avec des barrières assez hautes. Alors, hein, c'est un continuum, hein, c'est pas on-off. Enfin bon, à la fin, on voit si on se fait imiter ou si on se fait pas imiter, hein, mais voilà, il y a un certain continuum. Si nous, on prend le parti pris de diviser la réalité en quatre parties, enfin ici en deux, ceux qui ont un avantage solide et d'autres qui n'ont un avantage peu solide, il faut comprendre qu'on peut se retrouver un petit peu au milieu. Hein. Voilà, je vous ai sélectionné ici quelques marchés qui sont réputés pour avoir des barrières assez hautes. Hein. Par exemple, le marché des smartphones. Hein, il y a eu tout un moment où il y a eu un avantage technologique assez grand du côté de chez Samsung et Apple, hein, qui leur ont permis de se protéger de pas mal d'incursions, hein, même si c'est pas impossible à surmonter aussi. Hein, ça, on le verra dans un cours prochain. Le marché de l'automobile.
Alors ici, c'est l'investissement initial, hein, qui est juste, faramineux. On le voit encore même, récemment avec Tesla, hein, qui est un peu le dernier né un peu futuriste là, quand on voit les machines de fou qu'ils utilisent pour monter ces bagnoles, bon, c'est clair qu'elles sont pas gratos, hein, ces machines. Donc il s'agit de réunir un capital, extrêmement important pour pouvoir, monter une telle usine. Hein, et donc voilà, du coup, c'est pas évident, hein, de, pouvoir rentrer sur ces marchés comme ça, les mains dans les poches. Ce qui veut de nouveau pas dire que ça n'est pas impossible. Là, marché de la banque de détail. Alors, celui-là, c'est un qui a été réputé historiquement pour voilà, avoir une grande barrière à l'entrée due à un certain réseau d'agences assez dense. Bon, maintenant, l'environnement a un petit peu changé. Donc, il y a toute cette apparition des banques en ligne. D'ailleurs, la banque au détail diminue son réseau d'agences, quasiment toutes le font. Donc on voit que ça, c'est probablement d'autres choses qui rendent cet avantage concurrentiel solide, hein. En se grattant un petit peu la tête, on peut tout de suite comprendre que les barrières réglementaires pour créer une banque, sont compliquées. Hein, il faut un nombre d'autorisations. On a encore vu ça avec cette nouvelle banque, la Newbie, qui s'est installée ici en Belgique. Ils ont mis des années, enfin ils sont toujours occupés. Là, je pense qu'ils vont peut-être réussir, hein. J'espère qu'ils vont réussir pour eux parce qu'ils sont assez mignons. Hein. Ils sont en train de réussir, mais c'est des années de travail pour surmonter toutes ces barrières réglementaires, il faut vraiment s'accrocher. Alors il y a un autre effet, hein, l'effet too big to fail, hein, ça pour moi c'est aussi pas mal comme avantage concurrentiel, hein. On l'a vu en 2008, il y a des banques qui auraient totalement mérité de passer en faillite, mais comme elles avaient un effet systémique sur l'économie, suffisamment grand pour inquiéter, le politique, eh ben, on a été, les sauver, hein. Voilà. Et donc, c'est clair que pour arriver à cette taille, d'être too big to fail, eh ben, ça demande pas mal de travail aussi, d'un point de vue, stratégique. Alors, je veux pas de jugement de valeur, savoir si c'est bon ou c'est pas bon, hein, mais voilà. Marché de la grande distribution, hein, voilà, un marché dominé par des industriels et des marques, hein, à forte, notoriété. D'ailleurs, on va même plus, on dit même plus on va au marché, on dit on va, ouais, je vais en prendre un vieux, hein, moi j'ai encore dit pendant longtemps, je vais au GB, hein, voilà, ça n'existe plus, ça a été racheté, mais voilà, pour montrer à quel point, hein, il y a certainement encore quelques vieux briscards qui disent ça, à quel point ces marques sont importantes et gravées dans nos cerveaux. Voilà, voilà. Donc ça nous fait une belle matrice avec les deux critères, hein, qu'on vient d'expliciter, hein, donc vertical, le nombre de facteurs clés de succès, et horizontal, la solidité des barrières à l'entrée. Et donc quatre systèmes, système fragmenté, système spécialisé, système d'impasse, système de volume, qui sont tous représentatifs, hein, des combinaisons des deux critères que je viens d'expliquer. Alors, pour la petite histoire, j'appellerai souvent, et d'ailleurs dans la littérature, j'ai vu que d'autres personnes le font aussi, cette matrice BCG2, hein, parce qu'il existe une autre matrice BCG, hein, dont on parlera, hein, et vous avez certainement vu ça en base de marketing, parce que c'est vraiment une matrice très, voilà, hein, la matrice de laquelle tout le monde parle, en tout cas dans les cours de base de marketing, voilà. Hein, et donc elles ont été toutes les deux créées par le même groupe de consulting qui aime bien mettre son nom dessus parce que ça fait plein de pubs pour eux, et donc ça c'était un bon coup stratégique d'ailleurs de leur part. Et donc voilà, hein, BCG1, BCG2, voilà. Sinon on parle de matrice des systèmes concurrentiels. Hein, ça c'est plus complet, c'est plus beau. Mais donc, voilà, ne pas confondre les deux matrices très connues du BCG. Alors, allons-y
pour la description de chacun de ces systèmes, hein. Donc, on va commencer par le système de volume qui est donc caractérisé par peu de facteurs clés de succès et donc une focalisation sur les prix. Hein. Les prix et donc les coûts de production. On a bien compris que si je voulais proposer quelque chose à bas prix, il faut que finalement j'ai une forte maîtrise de mes coûts de production. Et que c'est cette maîtrise des coûts de production qui vont constituer une barrière à l'entrée efficace. Ok, donc je sois le seul, hein, ou celui qui sait le mieux gérer ses coûts de production. Donc d'habitude, hein, et ça reste des généralités un petit peu, mais d'habitude, on a affaire ici à des produits basiques, disons les choses comme elles sont, standards. Hein. Rappelez-vous cette barre d'acier, hein, à faible valeur ajoutée. Hein. Ça, c'est surtout parce que, comme j'ai une forte élasticité au prix, eh ben si je vends un petit peu plus cher, ben, ça va avoir un gros effet sur mes quantités. Hein. Donc pour ceux qui comprennent pas cette histoire d'élasticité au prix, hein, vous aurez ou vous avez eu un cours de fait institution économique qui normalement vous a décrit cette notion-là, mais pour le dire en un mot, en une phrase plutôt, une forte élasticité au prix, ça veut dire que si je modifie les prix un petit peu, je vais avoir une grosse différence en termes de volume de vente, hein, de demande des consommateurs et donc de volume de vente. Et donc c'est clair que voilà, si baisser un petit peu mon prix me permet de vendre beaucoup plus, eh ben, c'est quelque chose auquel je vais réfléchir, hein, parce que ça va me permettre d'augmenter mon profit total. Voilà, hein, bien sûr, on a affaire à des besoins simples et homogènes, sinon c'est compliqué de n'avoir... sinon, rien que le fait de s'adapter aux différents besoins me permettra d'avoir des différents facteurs clés de succès. Ok, alors ces avantages de coût, on peut traditionnellement les obtenir via 3 voies. Hein, ce qu'on va appeler les effets de volume, les économies de variété, dans certains ouvrages on parle d'économies de gamme aussi, et les délocalisations ou relocalisations, comme vous voulez. Hein, je vais voir ces 3 choses en détail avec vous. Donc, quelques exemples, on pourrait dire le secteur du papier, hein, la capacité à faire des papiers pour votre imprimante à la maison, par exemple. La poudre à lessiver, hein, dans une certaine mesure aussi, hein, si en tout cas vous n'êtes pas sensible au lave plus blanc que blanc, ou c'est joli, c'est neuf. Voilà. Alors, on va ici vouloir, dans un environnement de volume, avoir une stratégie dite de volume. Hein. Première voie. Donc, le principe est de produire en grande quantité pour pouvoir bénéficier, hein, de restitution de coûts. Hein. On a plusieurs axes à explorer dans le fait de produire en grande quantité. Le premier, c'est celui qu'on va appeler effet de taille. Alors l'effet de taille, c'est finalement le rapport que je vais avoir avec mes fournisseurs. Le fait de pouvoir de produire en grande quantité va favoriser, hein, le fait que je consomme en grande quantité auprès de mes fournisseurs. Et dit de manière intuitive, si vous achetez en grosse quantité, vous pouvez vous permettre de lui dire, écoute, hein, Marcel, fais-moi un petit prix s'il te plaît parce que je suis quand même un bon client. Hein. Et dit comme ça, Marcel aura probablement difficile à ne pas vous faire un petit pourcentage. En tout cas, il aura plus difficile si vous êtes un gros client que si vous achetez quelque chose une fois de manière exceptionnelle à l'autre extrême. De manière plus stratégique, finalement, si vous
consommé en grosse quantité au point d'être une part significative du marché, vous allez permettre des économies de volume chez vos fournisseurs. Hein. Donc, pour autant qu'il y ait plusieurs fournisseurs, hein, vous allez pouvoir dire à votre fournisseur, ouais, mais si moi j'achète chez vous, vous allez pouvoir bénéficier d'économies de volume parce que j'achète en tellement grosse quantité. Ok. Et donc, voilà quelque chose qui fera mouche, hein, certainement, dans l'argumentation dans le rapport de force entre vous, clients et fournisseurs. Rapport de force qui, ici, hein, est un win-win, hein, finalement. On se dit, OK, tu me fais un meilleur prix, et puis toi, tu bénéficies aussi d'une meilleure structure de coût, hein, et donc, finalement, on y gagne tous les deux. Voilà. Donc ça, c'est l'effet de taille. Le deuxième axe, c'est ce qu'on appelle les économies d'échelle, terme que parfois on utilise aussi pour englober toutes les économies de volume, hein, puisque l'économie de volume ici est un terme générique qui comprend trois choses. Certains auteurs disent parfois économie d'échelle pour tous les types d'économies de volume. Ok, mais ici, moi je vais être un peu plus spécifique dans ce que j'appelle économie d'échelle. Et je vais utiliser ce terme pour décrire finalement la, euh, la, l'effet, excusez-moi, l'effet du volume de production sur les coûts fixes unitaires. Alors, pour totalement bien comprendre ce concept, vous devez passer par un peu de comptabilité analytique, hein, donc je vous réfère à ce cours-là si vous voulez creuser ça un petit peu. Mais dit en une phrase, finalement, si j'investis dans une machine admettons que j'investis dans une machine qui coûte 1 million d'euros et qu'avec cette machine qui coûte 1 million d'euros, je fais un produit, eh ben, la part de coûts fixes qui sont la machine dans le produit sera 1 million d'euros. À partir du moment où je fais deux produits, ben, la part de coûts fixes de la machine dans mes produits sera de 500 000 euros. Donc j'aurai finalement divisé par deux la part de coûts fixes dans mon produit final. Et évidemment, au plus on fait de produits avec cette machine, au plus la part de coût fixe due à l'achat de la machine sera faible dans mon produit que j'ai fait. Alors, voilà, ça c'est de manière conceptuelle, donc on comprend bien. Attention que ces économies d'échelle, ben, il arrive un moment où j'utilise ma machine à pleine capacité et où je vais devoir acheter une deuxième machine. Ok, donc dans votre cours de comptabilité analytique, vous voyez bien qu'il faut raisonner en termes de paliers pour les économies d'échelle, enfin en général, hein, et que bon, il y a toute une série de choses que vous pouvez, des paliers il faut raisonner avec différents types, puisque probablement que la machine qui fait votre produit n'est pas le seul coût fixe que vous allez avoir. Voilà, pour les économies d'échelle. Mais donc on comprend bien que au plus on a des gros volumes, au plus il va être facile de customiser sa production pour bénéficier du maximum de ces économies d'échelle. Troisième axe des économies de volume, les économies d'expérience. Eh ben, c'est clair, quand vous faites quelque chose, au plus vous le faites, euh, au plus efficacement, hein, vous faites les choses plus rapidement, simplement au niveau de vos capacités en tant qu'humain, hein, le fait de pouvoir automatiser un certain nombre de gestes fait que ça fait un peu moins mal au cerveau quand vous devez le refaire, puisque vous ne devez pas trop y réfléchir. Hein, et donc ça vous permet d'aller beaucoup plus vite, hein, de fonctionner avec un cerveau qui est beaucoup plus rapide. Et donc voilà, quand vous faites quelque chose de manière répétitive, il y a une certaine courbe d'apprentissage, ça c'est le terme exact, hein, qui vous permet certainement sur les premières fois de faire beaucoup plus vite jusqu'à ce que ce soit automatisé. Hein. Il y a un moment où cette manière de faire arrive à ses limites. Hein. Donc les économies d'expérience, ça apporte beaucoup de choses sur les premiers essais et puis après ça en apporte de moins en moins. Mais face à des tâches complexes et certainement des tâches qui sont faites en groupe, hein,
beh, on aura, cette courbe va être un peu plus plate puisqu'il va falloir décrire les processus, hein, et une fois qu'on a décrit ces processus, les adapter, à l'environnement, hein. Et donc, finalement, le fait de pouvoir réutiliser une manière de, se comporter en groupe et de se coordonner en groupe, hein, va, voilà, être, aussi, des économies d'expérience, qu'elles soient dans un processus finalement, quasiment identique et répété, de manière opérationnelle, ou même, que ce soit dans un processus, stratégique d'adaptation à un environnement, hein. Beh, il est bien connu que, par exemple, les project managers qui ont beaucoup d'expérience dans un domaine, eh ben, peuvent récupérer, ce qu'on appelle un Gantt chart, hein, qui est une espèce d'organisation des tâches, qu'ils ont d'un projet à l'autre, et que, beh, ça leur permet, hein, d'avoir un nouveau projet du même type, on va dire, même s'il n'est pas tout à fait, équivalent, du même type, qui sera, voilà, fait de manière, beaucoup plus rapide, due à leur expérience. Voilà, alors ce qui est intéressant avec l'effet de volume, c'est que, on peut, hein, décider de manière délibérée d'aller augmenter ces volumes, hein, et que ça va permettre, hein, donc se dire: «OK, là je vois que le nombre de facteurs clés de succès est en train de diminuer dans mon marché. Je vais, bam, donner un grand coup pour, produire plus que les autres». Hein, et essayer de choper au passage, des économies d'échelle, hein, en investissant dans une grosse machine, par exemple, qui fait les choses, hein, en beaucoup plus grosse quantité, et donc me permettre, une baisse des coûts qui va me permettre une baisse des prix, et puisque j'aurai, une baisse des prix, qui va arriver juste au bon moment, hein, et ben, je vais augmenter la demande, puisqu'il y a plus de gens qui vont pouvoir se permettre d'acheter, ce que je fais, hein, et je vais aussi shipper des parts de marché à mes concurrents qui n'auront pas, chopé cette opportunité de hausse de production au bon moment, hein, et donc ça va me permettre d'encore, augmenter ma production et peut-être d'acheter une deuxième grosse machine, hein, et donc de choper finalement, hein, ce facteur clé de succès, durable, hein, voilà. Dans ce cadre-là, donc des environnements de volume, ont une bonne manière de mesurer la performance d'une organisation, c'est la part de marché, hein. Ça peut paraître un peu, bizarre pour certaines personnes, hein, qui se disent: «Ouais, mais finalement, moi, j'ai une bonne entreprise à partir du moment où, cette entreprise, elle génère de la marge, elle génère du profit». Ah, et on voit qu'effectivement, c'est une des hypothèses, mainstream pour le raisonnement du producteur, hein, c'est-à-dire il veut maximiser son profit. Donc une organisation, performante est une organisation qui crée du profit. Mais ici, il y a, il y a un meilleur indicateur finalement qui serait les parts de marché, hein, et en plus elles sont relativement, facilement observables, hein. Les parts de marché, ça c'est un bon indicateur parce que si je suis leader sur le marché, c'est que forcément j'ai des volumes plus grands que mes concurrents, et donc que je vais pouvoir développer ce facteur clé de succès. Voilà, ce qui explique, cette drôle de manière, d'indiquer la performance d'une organisation en termes de part de marché, hein. Donc, regardez bien dans vos modèles, hein, si la performance est mesurée en termes de part de marché, c'est vraisemblablement que l'auteur considère que vous êtes dans un environnement de volume, OK? Et si c'est pas le cas, il est en train de vous bullshiter, donc faites attention à ça. Voilà. Très, très bien. Alors j'ai mis un petit exemple ici, un cas historique, hein, lors de la, fabrication du 747 de Boeing, hein, qui a entamé le segment des gros porteurs, hein, donc des avions avec, beh, voilà, un nombre de passagers assez important à l'intérieur. Vous voyez, il y a même plusieurs étages. Là, c'est vraiment un gros bazar. Hem Et à l'époque, il y avait pour ce type d'avion un marché d'une dizaine d'avions par an. Hem, bon, il est clair que
Boeing a chopé le marché puisque c'était le premier à arriver avec ce gros porteur. Et ça a été très très compliqué pour Airbus d'arriver à concurrencer Boeing, hein, sur ce marché. Parce que il n'y avait pas plus que place que pour plus que 10 avions, que ces 10 avions Boeing, ils les vendaient déjà sur ce marché. Et donc, on voit que le volume, hein, Airbus aurait très bien pu faire un avion, hein, et venir avec ça, mais probablement qu'il n'aurait vendu que un ou deux, hein, et que donc ça aurait été significativement plus cher que le 747, et que ça c'était un problème. Alors, euh, Airbus est quand même arrivé à faire un gros porteur, la 380 pour hein, les fans d'avion, mais ils ont adopté une autre stratégie pour pouvoir arriver à proposer ça à un prix acceptable, et ils ont finalement été reprendre des moteurs qui venaient d'autres lignes de production, et ils ont mis plus de moteurs, hein, où finalement ils ont été chercher des composantes qui venaient d'autres lignes de production, et donc pour pouvoir bénéficier de cette économie de volume, mais en croisant la production de produits différents, hein. Et ça, c'est ce qu'on avait appelé l'économie de variété, hein. L'économie de variété, c'est la deuxième manière finalement d'arriver à développer un facteur clé de succès dans cet environnement de volume. Et donc, le principe est d'aller produire de manière plus efficace des quantités de plusieurs biens que un producteur ne pourrait le faire pour un seul de ses biens. Ok, hein. C'est vraiment la notion clé, et malgré que ce soit un peu compliqué à comprendre, c'est la meilleure manière de présenter ces économies de variété. Ok, ça veut dire, en produisant plusieurs choses, j'arrive à le faire plus efficacement, hein, disons de moins cher, hein, ce serait ou en tout cas, hein, soit moins cher, soit, hein, arriver à créer une valeur ajoutée supplémentaire. Ça, ce serait aussi une manière de l'explorer, cette économie de variété, hein, que quelqu'un qui ne ferait qu'une seule de ces choses, hein. Alors, voilà, l'exemple qui vient à la tête de tout le monde quand on dit ça, c'est simplement, hein, le fait de réduire le nombre de composants, hein, dans la fabrication d'un de ces produits, et d'utiliser ces composants pour différentes lignes de production. Comme on avait dit pour les avions ici, on prend des moteurs d'avions plus petits et on en met simplement plus, mais ce sera le même moteur, et donc finalement ce sera la même ligne de production, hein. Je ne devrais pas réinvestir dans une nouvelle ligne de production pour faire ce nouvel avion. Ben voilà, hein, ça nous permet notamment de réduire, hein, la complexité de notre processus de production, hein. Et puisque c'est moins complexe, c'est plus facile à gérer, ça va être plus productif. On va aussi pouvoir simplifier finalement le produit, hein, et puisqu'on aura plus d'expérience sur un type de composant, on va augmenter sa fiabilité de ce composant. On va pouvoir mieux faire travailler tout ce qui est processus qualité dessus, hein, donc réduire, hein, les coûts de la non-qualité, hein, c'est-à-dire à force d'avoir beaucoup d'expérience sur un produit, on va réduire la proportion de pièces qui arrivent au client en ayant une dysfonction. Et puis, d'un point de vue logistique aussi, ça va simplifier les choses, parce que, hein, je vais avoir qu'un stock de produits, hein, et avec notamment tout ce qui est tendance vers le just-in-time et tout ça, finalement, je vais, hein, diminuer, hein, la valeur de mes stocks, et donc ces stocks qui sont en attente, c'est aussi, hein, de la valeur un peu perdue. Voilà, je trouve que l'exemple le plus mignon, c'est évidemment celui des pièces de Lego, avec finalement un set de pièces, j'arrive à faire des tas de jouets différents, hein. Et ça, c'est une bonne manière d'aller pousser ces économies de variété dans cette notion de réduction du nombre de composants.
Le cas d'école qui est souvent cité, hein, c'est le cas de Texas Instruments, hein, qui est parvenu à réduire de manière très significative le coût de ses calculatrices, hein, sur quelques années, et en adoptant cette manière de faire sur des économies de variété. Donc, ils ont, pour la petite histoire, diminué le nombre d'éléments électroniques de leurs différentes machines de 128 à 12. Ok, donc c'est très significatif, divisé par 10 le nombre de composantes. Et ils ont pu, chemin faisant, diminuer de manière très significative aussi le prix de leur calculette, de 225 euros à, dollars à 40 dollars. Donc, ça, vous voyez que en poussant ça relativement à fond, eh ben, vous pouvez, hein, il y a probablement d'autres facteurs, hein. Mais bon, pour la petite histoire, c'est vraiment ça permet de mettre des chiffres et de voir que la proportion n'est pas négligeable, hein. Il y a moyen de faire vraiment des bonnes choses avec ces économies de variété. Autre cas d'école, celui de Swatch, hein, qui finalement était une réponse de l'horlogerie suisse à l'invasion des montres à bas coût venues d'Asie, hein. Et donc pour le faire, évidemment il y a un axe marketing aussi sur ces montres Swatch, mais ils ont aussi divisé par deux le nombre de composants de ces montres, hein, afin d'en diminuer le coût et de pouvoir survivre dans un marché complètement sinistré, un marché moyen de gamme ici qu'ils ont essayé de choper avec Swatch, excusez-moi. Voilà, donc voilà, c'est une manière spécifique d'appréhender, hein, ces économies de gamme, hein, qui est présentée ici en réduisant le nombre de composantes. Donc, retourner de temps en temps à la définition de ces économies de variété ou de ces économies de gamme. Parce que il y a d'autres manières de voir les choses, hein. On peut le voir, par exemple, avoir une économie de gamme autour de la clientèle, hein. Se dire que, voilà, nous, pour vendre un produit, on a dépensé pas mal d'argent en prospection pour créer une relation client de confiance, hein, par exemple, et qu'on peut utiliser cette confiance qu'on a avec nos clients pour présenter un autre produit. Ok, ça, ce serait aussi finalement faire une économie de gamme, puisque je suis bien à vendre plusieurs produits à des clients, hein, à des mêmes clients, et donc les frais de prospection pour mon nouveau produit seront quasiment nuls, hein, et par rapport à un autre concurrent qui ne vendrait que ce nouveau produit, eh ben, j'aurai effectivement un avantage en termes de valeur et de coût. Voilà. Hein, donc à décliner à toutes les sauces, hein, ces économies de variété, c'est vraiment la voie d'entrée royale pour les PME et les petites choses comme ça qui ont su sortir un facteur clé de succès très spécifique, hein, et de réfléchir comment articuler d'autres choses autour de ce facteur clé de succès. Troisième axe, recours à la délocalisation. Alors excusez-moi, la délocalisation, elle a souvent mauvaise presse. On pense prioritairement à aller chercher des coûts salariaux bas, hein. Je vous ai mis pour la petite illustration ici en bas les coûts salariaux que Renault payait au moment où ils ont développé leur voiture low cost, la Logan. Et on voit, ben voilà, il n'y a pas photo, hein. À l'époque, en France, ils payaient 30 euros de l'heure pour un ouvrier, et il suffit d'aller un peu plus loin, en Roumanie, en Turquie ou au Maroc, pour voir que le prix, hein, et on va dire ça comme ça, le prix de la ressource ouvrier est nettement moins cher. Et donc, ça peut être intéressant d'aller délocaliser ou relocaliser son usine dans un endroit où la ressource
travailleur, ouvrier, va être bien moins cher. Bon, il y a quand même comment dire? Un optimum à chercher parce que, alors ça tout dépend de où vous allez vendre votre produit, mais, il n'y a pas qu'aller se mettre près des ressources pas chères qui peut être intéressant et notez au passage qu'il n'y a pas que la ressource humaine qui va être quelque chose auquel on va devoir réfléchir, hein. J'ai vu un documentaire il y a déjà un petit temps autour du Bitcoin, hein, où ici la ressource clé était l'électricité, hein, et ben voilà, le truc intelligent si vous avez une mine à Bitcoin, hein, pour ceux qui n'y connaissent rien, comme moi d'ailleurs, hein, le principe est de faire tourner un algorithme le plus vite possible, hein, et donc pour ça vous avez besoin de serveurs qui consomment beaucoup d'électricité, hein, voilà, choper le calcul et la marge que le Bitcoin offre à la personne qui fait le calcul le plus vite possible, hein. Donc, vous avez là une ressource électricité qui est clé pour faire tourner vos serveurs, et ben, le jeu était d'arriver à se mettre à côté de production d'électricité pas chère. Voilà, hein. Euh, mais je termine mon histoire. C'est intéressant donc de se mettre à côté ou de pouvoir disposer de ressources peu chères, mais parfois c'est aussi important d'être près de votre marché final. Ok, reprenons l'exemple de la Logan. Si je fais des voitures au Maroc, mais que ces voitures je les vends en France, et ben dans ce calcul-là, je devrais aussi calculer le coût de la distance en bateau entre le Maroc et la France pour amener, hein, mes voitures de Maroc en France, qui va aussi finalement être plus cher si, hein, je les produis plus loin. Donc il y a une espèce de distance optimum à trouver ou d'endroit optimum entre la proximité de ces marchés pour écouler sa marchandise et la proximité des ressources à bas coût, hein. Et donc ça, ben, ça fait l'objet d'une réflexion stratégique également. Quels sont les risques de la logique de volume? Hein, parce que finalement, c'est un assez bel endroit pour se trouver, hein, pour autant que j'ai finalement ce volume de production qui est supérieur à mes concurrents, eh ben, je vais pouvoir, hein, travailler sur ces coûts inférieurs. Et bah, l'idéal, l'idéal, c'est que je puisse arriver à vendre en dessous des coûts de mes concurrents. Si j'arrive à faire ça, ben, personne va vouloir venir sur mon marché. Et si j'arrive encore à vendre en dessous des coûts variables de mes concurrents, en plus, je vais les éjecter vite fait. Et je vais créer un monopole, ce qu'on va m'empêcher évidemment de faire, hein, en tout cas s'il y a un législateur qui est attentif aux coûts pour mon client final. Mais voilà, le principe stratégique est là. Euh, bon, donc stratégie hyper efficace si j'arrive à la mettre en place. Mais attention, je pourrais être obnubilé par cet objectif, hein, d'arriver à l'optimum, pouvoir proposer un prix à mon client final en dessous des coûts variables de mes concurrents. Ça, bah, ça demande pas mal d'énergie, hein, donc voilà, si je suis obnubilé par ça, je pourrais être un petit peu rigide et que mon attention ne soit pas suffisamment présente sur mon environnement, hein. Et spécialement, donc ce que je pourrais manquer, c'est des changements d'environnement, par exemple un changement de technologie, ou est-ce que je pourrais manquer aussi, ce serait un changement dans les attentes de mes consommateurs, et Dieu sait ce que les consommateurs sont versatiles, hein. Donc voilà, le risque, hein, et donc mitigez ce risque s'il vous plaît, si vous partez pour une logique de volume, hein. euh, Ayez quand même un œil sur les attentes de vos consommateurs et un troisième œil sur l'évolution des technologies.
ce serait quand même dommage de développer un avantage de coût de fou sur un produit qui est délaissé par les clients ou sur une technologie qui est complètement dépassée. Hein, ça, ce serait réellement problématique. Ok, l'autre l'autre risque, c'est une risque de guerre des prix. Ici, il y a un problème de synchronicité qu'il faut checker au moment où vous voulez vous engager dans la logique de volume, hein. Il y a souvent, dans la maturité des marchés, hein, vous arrivez à quelque chose d'un peu standard et vous dites: «OK, c'est le bon moment pour filer dans une logique de volume». Eh ben, mieux vaut le faire un petit peu avant les autres, hein, en tout cas pour une partie de cette position, parce que si vous le faites en même temps que les autres, qui ont des tailles et des puissances similaires à la vôtre, eh ben, vous risquez de rentrer dans une guerre des prix, hein. C'est-à-dire que vous inondez le marché pour prendre votre avantage de coût et votre concurrent fait la même chose en même temps que vous. Et donc finalement, vous vous retrouvez avec une offre cumulée qui est largement supérieure à la demande. Et donc finalement, vous êtes envoyé, vous êtes tiré une balle dans le pied à deux, hein. Vous avez foutu votre marché en l'air, hein, et donc chacun va baisser les prix pour remporter le marché, et puis l'autre va compenser en baissant les prix. Et comme vous avez une force similaire, hein, vous allez sacrifier votre marche jusqu'au bout sans que l'un ou l'autre puisse prendre l'avantage, hein, et finalement, vous allez tous les deux y perdre des plumes. Et ça, ben ça arrive, ça arrive. Alors, tout bénéfice pour le client final, hein, puisque ça empêche l'autre de remonter les prix, hein, une fois qu'il a pris le pouvoir. Donc, hein, pas de jugement de valeur, hein, de nouveau, mais on réfléchit de manière stratégique ici au niveau d'une organisation. Les systèmes spécialisés, hein, l'autre endroit où il fait bon vivre, ici ce sont donc en principe des produits plus évolués, plus complexes, puisque, je vous le rappelle, système spécialisé veut dire un nombre important de facteurs clés de succès et qui, de manière isolée ou de manière cumulée, apporte une barrière à l'entrée efficace. Donc voilà, forcément, on va être en contact avec des produits à forte valeur ajoutée, hein, et donc ce qui va voilà, caractériser ce type de système, ça va être des besoins souvent hétérogènes en termes de nature, hein, et d'intensité, hein. Donc, euh, donc une demande hétéroclite, hein, une demande hétéroclite où chacun va pouvoir se spécialiser dans un, dans une niche, hein, voilà, ça ce serait un système spécialisé, et une faible élasticité au prix de la demande. Donc ici, c'est le contraire d'une forte élasticité au prix de la demande. Une faible élasticité au prix de la demande, ça veut dire que si je modifie un peu les prix, bah, ça ne va pas forcément fortement modifier les quantités qui vont être demandées, hein. Et donc ça veut dire que je vais pouvoir augmenter un petit peu mes prix sans que mes quantités soient fortement modifiées et donc m'installer avec une marge confortable, hein. Voilà. Donc, a fortiori peu d'économies d'échelle, même si ça c'est une généralité approximative. Mais donc, il n'y a pas de... Puisqu'il y a des attentes très différentes, eh ben, chacun se spécialise dans une attente particulière, hein, ou éventuellement dans une technologie particulière. Et, et donc, on a des concurrents, mais ne sont pas des concurrents très, très agressifs, puisqu'ils ont chacun leur clientèle. Vous avez votre clientèle, moi j'ai ma clientèle, et euh, on est les meilleurs chacun pour notre clientèle particulière. Voilà. Voilà, secteur des vaccins, du conseil, du jouet, de l'hôtellerie de luxe, éventuellement de l'armement aussi, on pourrait dire, hein, mais donc, voilà. Alors, un cas ici pour illustrer les stratégies des systèmes spécialisés, hein. Donc évidemment, on va faire ce qu'on va appeler une différenciation vers le haut, hein, mais donc pour le moment, comprenons une différenciation,
hein, qui va être spécifique pour un client, un type de client plutôt, hein. Donc, hein, c'est d'où hein, c'est quelque chose où on va utiliser beaucoup plus le marketing finalement, hein. On va faire segmentation, ciblage, positionnement, et moi je vais prendre un segment spécifique et me positionner, hein, en proposant ce qu'on appelle un USP pour Unique Selling Proposition, hein, en proposant quelque chose d'unique à ce client-là. Hein, même si c'est un concept un peu dépassé, moi je le trouve encore très bien, ce Unique Selling Proposition. Voilà, je vais donc pouvoir avoir un facteur clé de succès bien spécifique. Alors, le levier marketing, ben celui-là, vous allez hein, vous l'avez déjà bien vu finalement en base de marketing. Je vais pouvoir travailler par exemple une image de marque, une réputation, une histoire, hein, une ambiance autour du produit, de l'entreprise, etc., etc. Mais on peut aussi, hein, avoir un levier technique, voire technologique, c'est-à-dire autour de la performance du produit, hein, fiabilité, innovation, qualité, ou même autour de la performance de la production, hein, c'est d'avoir une technologie ou un process de production qui soit réellement supérieur et qui me permette, hein, d'avoir voilà, un produit aussi de qualité. Voilà, petit exemple autour d'une entreprise que personne connaît, en gros, hein, mais voilà, Valourec, très belle, très beau cas d'école. Bon, ils font en gros des tuyaux hyper solides, hein. Tuyaux hyper solides, hyper customisés dans des applications industrielles. Voilà, pour donner un exemple et se rendre compte un petit peu, parce qu'on se dit, bah, un tuyau, c'est un tuyau. Ouais, mais ces tuyaux, ils les utilisent par exemple pour faire des forages pétroliers en haute mer. Alors, on se rend bien compte que ben, aller mettre un tuyau avec des pressions de malade à plusieurs kilomètres sous le niveau de l'eau, eh ben, c'est pas n'importe quel tuyau qui va pouvoir faire ce job-là. Et donc, on comprend à quel point ben, c'est un marché hyper de niche, hein, puisque ben, tout le monde, il n'y a pas tellement de gens qui sont capables de faire des plateformes pétrolières, et ben, il va y avoir des contraintes sur ces tuyaux qui vont être vraiment très particulières à ce type de choses. Voilà. Donc, produit très évolué, avancé technologiquement, à forte valeur ajoutée. En gros, hein, reprenons cet exemple de cette plateforme pétrolière, dit, bah, voilà, je cherche un tuyau pour aller, hein, faire mon forage. Ben, en gros, la plupart des tuyaux qu'on trouve comme ça qui servent à autre chose ne vont pas correspondre. Et donc, je vais vouloir avoir une entreprise qui est capable de me donner euh, le support d'ingénieurs, hein, pour pouvoir être sûr que ces tuyaux vont tenir le coup et faire le job. Très très bien. Ben, et évidemment, il va y avoir des barrières à l'entrée importantes. Hein, c'est pas évident de concevoir, hein, ce sont toutes des technologies assez avancées. Et donc, ben, par exemple, le Valourec va développer un partenariat avec la meilleure, hein, entre guillemets, hein, c'est un peu illustratif, mais c'est comme ça, la meilleure université d'ingénieurs, hein, de France, hein, là, dans ce cas-ci. Et donc, ben, il n'y a qu'une entreprise qui fait des tuyaux qui va avoir ce partenariat avec l'école d'ingénieurs en question, hein. Donc une fois que vous avez sécurisé ça et que vous avez comme un contrat d'exclusivité, hein, en gros, ben, je vous prends des stagiaires et en échange, hein, vous me donnez une vue sur les meilleurs élèves qui sortent de votre école pour que je puisse engager les meilleurs, etc., etc. Il y a une espèce de partenariat qui peut se faire à ce niveau-là, hein, et il n'y a pas une autre entreprise de fabrication de tubes qui va pouvoir faire ça, hein. Une fois que la place est prise, la place est prise, en tout cas avec cette école-là. Voilà. Oui, j'ai développé un petit peu ici les types de différenciation qui vont être bien sûr très nombreuses, hein.
hein. Voilà, en type d'offre, en type de processus de fabrication avec cet exemple de partenariat, hein, ou même d'intégration, hein, de la filière totale. Hein. Voilà, voilà. Bon, pour l'histoire, au moment où je l'ai consulté, cette petite histoire, le taux de rentabilité commerciale de l'entreprise était de l'ordre de 30%. C'est pas mal du tout, hein, ça, comme rentabilité commerciale. Hein. Donc, rentabilité commerciale, pour rappel, résultat net sur chiffre d'affaires. Alors, le risque des systèmes spécialisés, même si c'est le place to be, hein, si vous arrivez à vous mettre dans un système spécialisé, ben c'est vraiment voilà, le cas d'école des systèmes, hein, de se dire, voilà, c'est accessible à tout le monde, puisqu'il va y avoir, hein, des attentes très différentes, ben, il va y avoir la créativité de chacun va jouer pour trouver sa niche, etc., etc. C'est vraiment voilà, ce qu'on vous conseille de faire en école de management, allez trouver un système spécialisé. Ok, il y a quand même des risques. Le premier risque qui est relativement évident, c'est la disparition du créneau. Ben, si le type de clientèle pour lequel vous êtes spécialisé disparaît ou change d'avis, hein, euh, eh ben, tout ce que vous avez fait est à recommencer. Hein. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous réinventer et recibler un nouveau type de clientèle, mais ben, c'est un risque auquel vous devez être attentif. Hein. Donc, vous devez être fortement en contact avec vos clients et bien être sûr de répondre à leurs demandes. A contrario, ce risque-là, il est moins évident. C'est le succès du créneau qui pourrait être problématique. Le succès exagéré du créneau, hein. Bon, évidemment, si vous avez votre succès raisonnable et que vous arrivez à suivre l'augmentation de la demande de manière tranquillou, en prenant bien soin d'éjecter tous vos concurrents, ben, il n'y a pas de problème, hein. Votre niche grandit, ça c'est plutôt positif. Maintenant, si votre niche devient la norme, hein, que ça devient finalement la consommation de masse, ben, c'est la niche sur laquelle vous êtes installé, et ben là, ça peut poser problème. Parce que vous pourriez ne pas avoir les reins suffisamment solides pour pouvoir suivre cette croissance. Et donc, finalement, vous avez un changement de système. Vous passez d'un système spécialisé à un système de volume. Mais vous êtes toujours avec votre cerveau. Je suis dans un système spécialisé. euh, Or, il serait temps à ce moment-là de commencer à augmenter vos volumes et à développer un avantage en termes de volume. Si vous n'arrivez pas à suivre ça parce que bah, soit vous avez loupé l'information comme quoi votre marché était occupé à grandir de manière exponentielle, soit vous ne trouvez pas la personne qui est capable de vous financer parce que votre taux de croissance hein, disons que les marges que vous êtes capable de générer ne suffisent pas, même si elles sont totalement réinvesties, à suivre cette augmentation de marché, et que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui est prêt à vous prêter l'argent pour changer la dynamique, eh ben, vous risquez de vous retrouver avec un concurrent plus habile dans les stratégies de volume qui va juste vous couper l'herbe sous le pied et vous allez trébucher. Voilà, hein, donc attention à l'excès de succès du créneau en question. Soyez attentifs et que diable, convainquez, excusez-moi, allez, rassemblez des investisseurs si hein, le danger c'est souvent d'avoir un trop gros coup parce que vous avez un succès de fou hein, et vous dites ouais, je suis trop fort, je suis le maître du monde et vous oubliez de jeter un coup d'œil au changement d'environnement qui passe à un environnement de volume. Très bien, très bien. Alors, les systèmes fragmentés. Ici, on parle donc de systèmes qui ont beaucoup de facteurs clés de succès, mais qui ont
peu, hein, de barrières à l'entrée. Alors, la raison en est parfois différente. Souvent, un fort effet de mode, hein, ça veut dire que, ok, le facteur clé de succès aujourd'hui, il n'est pas celui de demain et ça change de manière récurrente. Souvent, on est avec, on peut aussi être avec des produits avec un cycle de vie assez court, hein. Voilà, vous avez développé les petits élastiques pour faire des bracelets et ça fait un boom chez les jeunes et puis ça devient complètement has-been juste après. Euh, Vous pourriez aussi avoir une innovation qui est difficilement protégeable, hein. Il faut savoir que nos amis asiatiques, ils sont redoutables pour les imitations. En gros, si vous venez avec un chouette truc, il faut un mois. Il faut un mois pour un ingénieur, je dis asiatique, c'est un peu cliché, mais voilà, hein, pour arriver à vous imiter et à venir avec quelque chose qui tient la route sur votre marché. Voilà, très très bien. Pas d'économie d'échelle, donc puisque vous n'allez pas investir dans une grosse machine s'il y a des effets de mode, de cycle de vie, etc., etc. Euh, Typiquement, il n'y a pas de leader historique puisque c'est celui qui aura eu la bonne idée au bon moment, qui aura été suffisamment créatif, qui va remporter la mise et ben, c'est pas toujours le même. Voilà. Et donc, il y a des positions concurrentielles, hein, c'est lié au fait qu'il n'y ait pas de leader historique, des positions concurrentielles qui vont être fluctuantes. Voilà. Et bon, chaque fois qu'il y a un nouveau gars qui va arriver avec une nouvelle idée, qui va être à la mode, et ben ça va tout changer, tout changer. Alors, stratégie des systèmes fragmentés, il y a deux choix. Le premier, qui est celui de jouer, hein, les règles du jeu de l'activité fragmentée. C'est-à-dire que vous devez être hypertonique, voilà, hypertonique pour arriver à vous renouveler sans cesse, hein. Il y a une mode, mais j'ai les yeux ouverts, j'ai des bonnes antennes pour arriver à anticiper quelle sera la mode en N+1 et je vais voilà, être sans cesse au sommet de la vague. C'est presque, il faut s'imaginer comme un surfeur, hein, un surfeur qui arrive à choper la vague et à essayer de rester au moment où il ne va pas trop loin là où c'est plat, ni se faire dépasser par la vague. Il y a un moment, il faut sans cesse s'ajuster pour rester sur la vague. Voilà. Ça se fait grâce à des veilles dans tous les sens, hein, notamment technologiques et commerciales. Voilà, concurrentiel aussi, hein, mais donc il faut être très observateur de son environnement et très réactif, hein. Il y a une espèce un facteur clé de succès qui va être votre rapidité à répondre à des stimuli que vous avez pu observer avec votre veille. Donc voilà, les deux axes sur lesquels il faut être hyper dynamique. Donc voilà, règle du jeu réservée à des cerveaux rapides, on va dire ça comme ça, hein. Ben oui. Voilà, une cas d'école, ici je vous ai mis Zara, hein, marque espagnole de prêt-à-porter, hein. Ben voilà, eux, ils ont investi dans cette dynamique-là. Voilà, service intégré de 200 stylistes, hein, donc qui leur permettent de renouveler leur modèle tous les 15 jours. Alors, bon, il y a cet effet évidemment d'adaptation à la mode. Ah, tiens, hein, et ça va vite, hein, avec les jeunes aujourd'hui, ils voient que je sais pas qui sur Instagram a mis des lunettes de je sais pas quel modèle, et bam, ils veulent tous les mêmes, direct, quoi. Euh, voilà. Donc il faut être capable de s'adapter à ça relativement vite. Et donc il faut aussi checker, hein, quelles sont les influences en termes de mode pour ces modes, excusez-moi, et voilà, et être capable de renouveler sa gamme relativement rapidement. Bonus, évidemment, c'est qu'à partir du moment où vous êtes arrivé à fidéliser une certaine clientèle, eh ben, s'ils passent dans
dans vos magasins tous les 15 jours, eh ben, vous avez de nouvelles choses à leur présenter. Et comme en termes de mode, chacun a un peu ses références à lui, les personnes qui suit hein, et les influences qui le touchent, eh ben, ça permet d'aller checker à intervalles réguliers s'il y a quelque chose qui m'a touché et qui est présenté dans le magasin en question. Voilà, bon, on voit bien que c'est pas évident, hein, c'est juste, il faut être au taquet. Donc ce que je peux, essayer de faire, hein, c'est d'essayer d'aller modifier les règles du jeu et donc de passer d'un système fragmenté à un système spécialisé. Hein. Pour ça, je peux rechercher l'avantage concurrentiel qui va rester, hein, qui va pas changer. Hein, voilà. Et donc faire finalement émerger une barrière à l'entrée efficace hein, pour diminuer cette volatilité. Je vous rappelle que nous, on raisonne ici un peu on-off, mais qu'il y a un certain continuum hein, entre cette hauteur de barrière à l'entrée et puis finalement, il y a est-ce que quelqu'un passe le pas pour imiter mon facteur clé de succès ou pas? Ok, hein, et donc ça, c'est aussi quelque chose hein, qui est moins blanc ou noir que ce qu'on veut bien dire ici dans la matrice. Euh, voilà, donc je peux aller vers une activité spécialisée si je trouve un avantage concurrentiel pérenne du côté ou un ou plusieurs du côté d'une niche, qu'elle soit commerciale ou technologique, ou je peux aller essayer de choper une activité de volume en augmentant mes volumes. Alors, deux exemples ici. Le premier qui s'est spécialisé, hein, je vais vous parler d'Af Lelouq, d'école, qui a réussi à fédérer tous des opticiens indépendants qui avaient un petit peu hein, leur facteur clé de succès qui se chippaient l'un l'autre de leur côté. Et sous une enseigne, il est arrivé hein, à finalement développer un facteur clé de succès marketing hein, pour arriver à développer une activité de spécialisation. Autre cas d'école, le cas de Marionneau, qui lui eh ben, avait investi dans une parfumerie en 1984, hein, à Montreuil pour la petite histoire, pour 30 000 euros. Hein, mais les parfumeurs, c'était aussi hein, des secteurs avec des petits indépendants à droite et à gauche, et qui avaient une activité aussi assez fragmentée, avec un avantage, là, en termes par exemple de localisation, hein, etc., etc. Et donc, le gars là, Marcel Friedman, il a frénétiquement réinvesti tous ses bénéfices, et ouais, je le soupçonne d'avoir eu un bon banquier derrière lui aussi, hein, pour racheter hein, relativement rapidement, hein, 63 points de vente en 1996, hein, donc une grosse dizaine d'années plus tard, il a fait x63 quand même. Hein, je pense pas que c'est juste ses bénéfices qu'il a réinvesti là, il a dû avoir quelqu'un hein, avec les reins solides derrière lui. 1232 en 2004, j'ai pas suivi au-delà de ça. Mais donc, il est clair que par rapport à un vendeur indépendant, un parfumeur indépendant et plusieurs centaines, hein, voire plusieurs milliers de magasins, eh ben, en termes de volume, hein, d'achat, hein, notamment de négociations possibles auprès de ses fournisseurs, eh ben, c'est pas la même chose. Et donc là, il est arrivé à avoir des prix 20% inférieurs à ses concurrents. Et donc, puisqu'il a eu des prix chez les fournisseurs inférieurs, il a eu des marges beaucoup plus grandes ou des prix de revente voilà, inférieurs. Très très bien. Hein, et donc là, une fois que le cercle vertueux est enclenché, c'est parti. 20% de marge supplémentaire, même si vous filez 10% à vos clients. 10% de marge supplémentaire, c'est juste voilà, excessivement grand. Très très bien. Système d'impasse. Système d'impasse, c'est le système qui pue, comme son nom l'indique, hein, impasse. Alors, non seulement il n'y a pas beaucoup de facteurs clés de succès, donc en gros, on se bat sur le prix et on n'arrive pas à dégager une stratégie qui nous permette
d'avoir des coûts inférieurs. Et donc on est droit vers la faillite. En gros, c'est ça, hein. Donc un produit banalisé, probablement sur un produit où le taux de croissance est nul, voire déclinant. Et donc, euh, et donc voilà, il y a rien à faire. On est en train d'essayer de panser ces blessures. Euh, Bon, vous me dites si je suis tout seul sur un taux qui est à maturité ou décroissant. À la limite, je suis tout seul, je fais ma marge et voilà. Mais bon, si on combine ça à l'arrivée d'un concurrent qui a des coûts inférieurs aux miens, eh ben, c'est l'herbe sous le pied qui est coupée, c'est fini, je trébuche et voilà, c'est la fin des haricots. Euh, alors, je pourrais, et c'est souvent le cas, et c'est pour ça qu'on les appelle des systèmes d'impasse, je pourrais y rester tout de même, hein, parce que je dis, bon, ben voilà, euh, vous allez me dire, ben, si je suis dans un système d'impasse, je prends mes learnings, je revends mes actifs, et je me réfléchis à essayer de rentrer dans une autre industrie. Et vous auriez totalement dit raison, mais il y a parfois des effets de barrière à la sortie. Alors, le principe d'une barrière à la sortie, c'est aussi un concept qui nécessite, pour être vraiment bien compris dans le détail, pas mal de notions de comptabilité analytique, mais le principe est là. Il est plus rentable, enfin, il est moins, voilà, c'est mieux de le dire comme ça, il est moins catastrophique pour moi de continuer à produire avec une sorte de rentabilité sur coût variable, hein. Donc, j'arrive pas à amortir les machines et les trucs qui m'ont coûté très cher et qui m'ont permis de rentrer dans l'industrie, mais j'arrive encore à faire un petit peu de bénéfice au-delà de mes coûts variables, et donc je vais continuer dans cette logique-là à finalement ramasser ce qui peut encore l'être, plutôt que de sortir. Donc il est moins négligeable de faire ça, même si je ne suis pas rentable en termes de coût complet, hein, je ne suis pas rentable, mais ce que je dois injecter, j'arrive à en retirer un peu plus, donc c'est moins catastrophique que de revendre à grosse perte des actifs qui ne valent rien, sauf dans le cadre de l'industrie que je suis en train de faire. Voilà, ça c'est la manière de le dire pour ceux qui n'ont pas envie voilà, d'aller analyser la comptabilité analytique, ce que je vous conseille de faire néanmoins, hein. Mais voilà, et donc je reste à produire ça, bon an, mal an, sans être rentable, mais voilà, je le fais quand même. Bon, il arrive probablement ben, si mon concurrent arrive à passer sous mes coûts variables, là c'est fini, hein, c'est time, je revends et il y a plus d'autres, il y a plus d'autres solutions. Ou alors, ben, on verra, hein, on peut soit tricher, soit se réinventer. Voilà, je vous ai mis des exemples ici. Le secteur de la pâte à papier, probablement. L'agriculture traditionnelle indépendante, mais c'est pas évident aujourd'hui d'être un agriculteur. Hein, vous avez des gros producteurs industriels qui viennent vous couper l'herbe sous le pied en termes de coûts. Bon, hein, vous allez me dire, il y a toujours moyen de se réorienter vers le bio ou des choses comme ça. Ben on verra, hein, ce qu'il y a moyen de faire. Du textile de bas de gamme. Ah, mais la production de textile tout court, hein, si vous faites des draps aujourd'hui, c'est pas évident de les faire en Europe, hein. Des engrais, idem. Transport routier, ils souffrent aussi, hein, ceux-là. Transport routier, bah, si vous voulez des chauffeurs belges, c'est pas évident. Il y a une grosse concurrence avec des chauffeurs à moindre coût. Chimie lourde, construction navale, hein, ça je vais développer un petit peu plus loin. Alors, stratégie des systèmes d'impasse, ben, tenter, j'allais dire, c'est même pas jouer le jeu, hein, c'est tricher, tenter de préserver la rentabilité de l'activité pour survivre, hein. On appelle ça une stratégie relationnelle. Vous allez tout de suite comprendre que, en tout cas, la pensée mainstream n'aime pas trop ce genre de stratégie relationnelle.
Hein. Ben, en gros, il faut jouer au golf avec les bonnes personnes. Alors, soit vous jouez au golf avec la puissance publique, entre guillemets, hein, et vous arrivez à ce que l'État, de manière générale, mette en place des mesures protectionnistes, vous subventionne, hein, ou fixe des quotas, ou encore réglemente sur les prix. Enfin, tout des choses qui, d'un point de vue économique, sont largement décriées, hein. Parce que tout simplement, ben, soit elle augmente, hein, ben, c'est le cas par exemple, mesures protectionnistes ou fixation de quotas ou fixation de prix, ben, ça va augmenter le prix final pour le consommateur, hein. Et donc ça, pour autant que vous vouliez conserver une certaine croissance, ce qui est évidemment à mettre sur le tapis, mais dans un cadre, dans un autre cours, ben, ça va pas être génial, hein. Voilà, vous préférez que les gens puissent disposer de consommation à moindre coût. Voilà. Les subventions, ça va nécessiter plus d'impôts pour venir vous subventionner et donc on va pas être content de payer des impôts. Ça, c'est pas très chouette, hein. Donc voilà, ça nécessite donc de jouer au golf avec des personnes qui préféreront, entre guillemets, vous avantager plutôt que d'autres personnes. Voilà. L'autre possibilité, c'est de jouer au golf, je dis jouer au golf, hein, mais c'est façon de parler, hein. De jouer au golf, avec, beh, vos concurrents, hein, chose qui est, entre parenthèses, totalement interdite. Hem donc via une entente ou la création d'un cartel, vous dites: «OK, hein, les gars, je sais, tu moins cher que moi, mais tu sais, on a tous intérêt à se mettre d'accord un peu sur les prix et puis finalement à jouer Monopole à 2, hein». Voilà, ce qu'on a intérêt à faire et donc on va pouvoir, mais évidemment, on le consommateur final ne va pas être content parce que, hein, c'est de nouveau, augmenter les prix pour lui. L'autre, la dernière possibilité, qui vise aussi finalement une stratégie de monopole, hein, et qui, peut être valable si vous passez tout d'un coup dans un système d'impasse, hein, par l'apparition d'un concurrent, hein, qui a une structure de coût, meilleure à la vôtre et c'est vous dire: «OK, moi j'ai le cash, hein, ou j'ai les bonnes relations avec mon banquier pour pouvoir racheter ce concurrent. Je vais lui faire une offre qu'il ne peut pas refuser, hein, le racheter et finalement maintenir une certaine forme de monopole, hein, pour maintenir mon activité. À terme, je vais probablement recentrer mes activités sur mon concurrent que j'ai racheté, hein. Mais voilà, chose que vous pouvez faire seulement si vous avez un trésor de guerre et de bonnes relations avec votre banquier. Voilà, finalement, le retrait pur et simple de l'activité est parfois, et la revente des actifs est parfois juste la meilleure stratégie. On peut aussi, hein, transformer, hein, et là vous pouvez aller, probablement, vous allez vouloir aller voir soit un système de volume, soit un système, de spécialisation. Donc soit vous pouvez réarranger, hein, délocaliser en gros, si vous arrivez à imiter ce nouvel entrant qui vous dame le pion, et à avoir des volumes plus grands que lui, et ben, vous pourriez aller vers un système de volume, hein, ou vous pourriez aller vers un système de spécialisation en essayant de, voilà, d'identifier une niche que votre concurrent n'adresse pas avec son système de volume. Voilà, exemple ici de la construction navale, hein, il y a un moment où, nos chantiers européens, ils ont plus tenu le coup, hein, face à des chantiers, indiens, principalement et voilà, hein, en gros faire un porte-container, c'est pas technologiquement très compliqué, hein, c'est couper des tôles et les souder entre elles. Ce ce que certains, excusez-moi, producteurs, ont décidé de faire, c'est de repositionner leur activité vers des bateaux de plaisance, hein, de luxe, disons que ça, comme ça, des bateaux de luxe, où,
il y a beaucoup plus de facteurs clés de succès possibles, hein. Ben, c'est clair, ces bateaux de luxe, ils ne se vendent pas à n'importe qui, donc il y a tout un aspect relationnel qui est important, hein, qu'il y a moins dans les porte-containers. Les attentes de ces clients de luxe, eh ben, ça va pas seulement d'avoir un truc qui flotte et qui transporte des quantités, hein. On va vouloir avoir, je sais pas moi, des matériaux de luxe, euh, des, un style épuré, voilà, un aménagement intérieur, design, des choses confortables, etc., etc. Et donc là, pour frimer avec son bateau dans le port adéquat, hein, le frimeur fortuné, eh ben, il va être capable de mettre le prix, hein. Il est pas à 1 000 € près, quoi, pour frimer, hein. D'ailleurs, la frime fait partie, hein, le fait que les autres sachent que vous avez acheté un bateau cher fait partie de la frime, probablement, hein. Donc voilà, toutes des choses qui ont permis. Alors évidemment, c'est que cette construction navale, c'est pas le même type de volume que les porte-containers, hein. Donc ils ont saqué ils ont coupé dans le vif, mais voilà, ça a permis de faire survivre une partie de l'industrie. Ok, donc c'est finalement une transformation qui est tout de même réussie, hein, en tout cas pour une partie du personnel et des investissements. Oui, autre exemple sur le secteur du textile, hein, où ils avaient joué au golf avec les bonnes personnes. Il y avait ce qu'on appelle des accords AMF, accords multifibres, qui protégeaient finalement l'industrie européenne avec des quotas d'importation. Et il y a un moment, hein, en 2007, ils se sont dit, bon, voilà, suivant des principes libre-échangistes, c'est plus possible, hein. Il faut pouvoir faire bénéficier nos consommateurs des draps chinois qui sont quand même vachement moins chers. Et donc, on a supprimé les quotas en 2007. Et ben voilà, euh, que, que dire, l'industrie a tenu jusqu'en 2008 et puis bam, c'est fini, quoi, hein. Un groupe DMC, un producteur de fils et de tissus, eh ben, c'était fini. Ils n'arrivaient pas à concurrencer les tissus asiatiques. Euh, donc c'est bien la preuve que le fait de jouer au golf, hein, ces accords AMF, qui finalement faisaient survivre l'industrie, hein. Et donc, alors ça on peut discuter, hein, c'est la théorie économique qui dit qu'on a meilleur temps de faire bénéficier, hein, nos clients, enfin notre population, des draps à moindre coût qui viennent de Chine. Euh, voilà, dans une certaine mesure, il y a un moment où ces Chinois vont demander à être mieux payés et là, ils auront chopé l'avantage, toutes les industries seront en Chine, hein. Il y a probablement une réflexion stratégique, mais qui sort totalement du cadre de ce cours, mais au niveau national, à avoir, de savoir dans quoi est-ce qu'on veut se spécialiser pour, in fine, avoir, hein, ces avantages qui sont toujours chez nous, hein. Voilà, ça c'est une bonne réflexion, hein. Et donc là, en tout cas, on peut dire qu'au niveau national, on a dit, bon, ben, on va pas se spécialiser dans ce secteur du textile, ou en tout cas, ce serait trop cher d'attendre que ces Chinois aient des salaires équivalents aux Européens et de compenser la perte de l'industrie sur toute cette période-là. Donc voilà, on va se chercher d'autres choses pour se spécialiser, hein. Je sais pas, le Luxembourg a choisi la finance, ça a l'air de plutôt bien leur réussir. Voilà, sur ces considérations, voilà la fin du cours. Ça a été un peu plus long que d'habitude, mais ça en valait largement la peine. C'est vraiment un modèle très important, je trouve, pour comprendre les différents types de stratégies en fonction de votre environnement. Eh ben, on se retrouve pour les exercices et à la semaine prochaine.